Depuis 1959, les États-Unis imposent à Cuba le plus long blocus économique du XXe siècle. Longtemps maintenue sous perfusion grâce à l'assistance soviétique, l'île se retrouve aujourd'hui seule face à son destin. El gobierno de Estados Unidos intensifica cada vez más el bloqueo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Renunciar a la revolución? ¿Rendirnos? ¿Abandonar nuestra lucha? En caso de bloqueo total al país, no nos quedó otra alternativa que aplicar los principios del período especial en época de paz. Avec le programme du gouvernement, pour nous, les médiocres et les pauvres, c'est très difficile. Si tu te mets à travailler pour l'État, tu n'as même pas de quoi t'acheter un petit bout de cochon pour manger. C'est ça la période spéciale. Ça va encore durer et ça va même empirer. Maintenant, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire un petit business privé. Si tu fais ça, tu t'en sors à peu près, sinon tu meurs de faim. C'est pour ça que moi, je vends des cigares, pour pouvoir survivre. Je n'ai pas la possibilité de faire autre chose. Comment on peut savoir s'ils sont bons, s'ils sont pas faux? Je peux vous les montrer si ça vous intéresse. Et à combien ça coûte? 120 francs la boîte. Voilà ce qu'utilise le peuple cubain comme moyen de transport. Le vélo ou ce genre de bus. Moi, je suis médecin et je dois prendre un bus comme celui-là pour me rendre à l'hôpital où je travaille. C'est à cause de la période spéciale. C'est comme ça depuis la chute du bloc socialiste et ça a empiré avec la prolongation de l'embargo imposé à notre pays. Combien de temps passez-vous dans les transports pour vous rendre à votre travail? En comptant la queue, à peu près 4 ou 5 heures. Faire ce que je fais, c'est une trahison pour eux. C'est une trahison au parti, une trahison à la patrie et à l'organisation communiste. Salut. Combien t'en veux? 100, 200? Non, arrête. Je viens seulement chercher 50 petits cigares pour un de mes clients. Je t'avais dit à partir de 100 seulement. Je sais, mais tu ne vas pas me faire ça. J'ai que 2 touristes. Il me faut juste une boîte pour chacun. Bon, alors je vais te faire quelques cigares en papier. Je te remplace la tripe par du papier. Comme ça, on économise notre matière première. On fait ça pour arnaquer. Quel papier utilisez-vous pour ça? Du papier journal ou des feuilles qu'on arrache des livres, n'importe quoi. À qui vous vendez ces cigares? Aux touristes. À la fabrique, une boîte coûte 700 francs. Nous, on la vend aux touristes 100 ou 120 francs. C'est ça le business. Ça, c'est celui en papier. Et celui-là, c'est le normal. Vous êtes en contact avec des tabaqueros de la fabrique pour avoir des feuilles? Oui, on les connaît. Mais c'est difficile de travailler avec eux. Ils sont souvent à leur compte. J'aimerais bien pouvoir rentrer à la fabrique d'État en tant que tabaquero, mais bon, c'est compliqué. Il faut passer par une commission d'embauche. Pour des gens comme moi, il faudrait beaucoup de pistons, et pour pouvoir prétendre à ça, il faut appartenir à une organisation politique. D'autre part, en étant aux jeunesses communistes, tu peux avoir de gros avantages dans ton travail.
Et tu es bien vu dans la société. Ici à Cuba, tout le monde a l'habitude de faire du stop. C'est une façon de se transporter qu'on utilise beaucoup. Certaines personnes ont une voiture particulière, mais du fait de la situation, c'est très difficile d'obtenir de l'essence ou du pétrole. On ne peut en obtenir que très peu, 20 ou 30 litres par mois, ce qui est complètement insuffisant. Il y a moyen d'en avoir plus, mais il nous faut la payer en dollars. On n'a donc pas le choix, on doit se déplacer autrement. Il existe 2 points importants à mettre au crédit de la révolution cubaine, l'éducation et la santé publique. Nous offrons un service gratuit où tout le monde peut venir, qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'argent. Mais il existe d'énormes difficultés imposées par la période spéciale, essentiellement au niveau des médicaments. Les médicaments nous font cruellement défaut, surtout avec certains patients qui souffrent de maladies chroniques comme les asthmatiques ou les diabétiques. Nous avons des besoins énormes, même si le pays essaie plus ou moins de parer aux nécessités fondamentales. Moi, par exemple, je suis médecin et je gagne 230 pesos cubains par mois, ce qui équivaut à 60 francs français. Ce n'est vraiment pas suffisant pour mener une vie normale. Ici, le seul qui a le droit de vendre quelque chose et de faire du business, c'est l'État. L'État peut faire tout ce qu'il veut. Nous sommes tout en bas du système, sous la surveillance de l'État. L'État nous aplatit. Nous n'avons pas de liberté d'expression. On ne peut pas parler librement, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Le seul communiste qui existe dans notre pays, c'est notre président, Fidel. C'est le seul, pur et original, comme un bon cigare. En août 1994, Fidel Castro ouvre les frontières de Cuba à tous ceux qui souhaitent partir. En 4 jours, 40 000 balseros quittent Cuba au péril de leur vie. De l'autre côté du golfe de Floride, les Américains les accueillent. L'état de grâce ne durera pas une semaine. Beaucoup sont partis, en bouée, en radeau, sans aucune sécurité face au danger. Pourquoi à cette époque tu n'es pas parti aux États-Unis avec ton mari? Lui, en tant que pêcheur, il connaissait les dangers de la mer. C'était vraiment trop dangereux et on ne pouvait pas le faire à cette époque, car mon enfant était trop petit, il n'avait que 3 mois. Et aussi parce que j'ai toute ma famille ici. Là-bas, je ne connais personne. Qu'est-ce qu'on serait devenu? En 1994, il y a eu ici un grand départ de bouées et de radeaux vers la base américaine de Guantánamo. Plusieurs fois, j'ai des copains qui m'ont demandé si je voulais partir. Mais je n'ai pas voulu. Pratiquement tous les pêcheurs d'ici sont partis. Je suis un des seuls à être resté. C'est mon père qui m'a appris à pêcher, depuis mon plus jeune âge. Il m'a appris la pêche petit à petit, à tirer des lignes. Et tous les secrets de la mer qu'un pêcheur doit connaître, il me les a enseignés. Maintenant, je pêche toujours avec mon fils. Je ne peux plus pêcher tout seul parce que je ne vois presque plus rien.
Mité, donne-moi du mou. C'est un espadon. Passe-moi le crochet, vite. C'est dingue. Il est déjà presque mort. L'hameçon lui a crevé le cœur. C'est incroyable. Il doit bien faire 40 livres. C'est super. On a réussi à attraper un petit espadon. Regardez-le, voilà enfin de l'argent qui rentre pour lui. Ah, ça c'est sûr. Il est pas énorme, hein. Ce matin, on m'en a apporté un beaucoup plus gros. J'espérais mieux, tu sais. Il est quand même pas mal. Oui, mais c'est pas pareil. Là, franchement, je peux rien faire. Vous auriez eu plus d'argent avec un gros espadon. Combien vous rapporte la pêche par mois, plus ou moins? Vous savez, on ne peut pas trop compter comme ça. Des fois, ça nous rapporte quelques francs pour pouvoir manger. Avec ça, on arrive à acheter un peu de nourriture, mais on est souvent à court. On ne peut rien acheter. Et on n'a plus que les doigts pour se mordre. Quand vous avez pêché des poissons, où est-ce que vous les vendez? On n'a pas le droit. C'est interdit de vendre nos poissons dans la rue, mais bon, on le fait quand même. On est obligé de prendre le risque. Regardez, ils sont bien frais. Je peux pas baisser le prix. Je vous les fais tous à 15 francs. Je peux pas faire moins. Non, tant pis. C'est trop cher. Ici, rien ne fonctionne. C'est nul. J'aimerais mieux faire mes courses dans les magasins où on peut acheter ce qu'on veut, librement. Si tu as envie d'acheter 20 livres de sucre, tu peux le faire. 20 savons, tu les prends. C'est mieux comme ça. Comme dans les supermarchés pour les étrangers. Tu viens souvent faire tes courses ici? Quand ma mère m'envoie. Combien de temps ça va durer ce que tu achètes? Un mois. Seulement ça pour un mois. Sur chaque feuille du carnet, il y a marqué ce qu'on a le droit d'acheter pour le mois. Tous les mois, je viens ici pour prendre de la nourriture. Comme le riz, le sucre, la graisse, l'huile, le savon, les haricots. Des haricots dégueulasses. Tout dur. Et la viande, il n'y en a jamais. Jamais. Et pour le savon? Un par personne. Et le sucre? Je sais plus. Un petit peu s'il y en a. Je mange très peu chez moi, parce que je ne veux pas user ce qu'il y a à la maison. Je mange seulement un peu de riz. Ma mère me dit toujours que je mange comme une vraie cochonne. Vas-y, nettoie tout ça. Ça sent le poisson ici. C'est vite ça. Je dois aussi nettoyer la salle de bain, maman? Oui, mais change-toi d'abord. Oui, mon amour. Tu fais souvent le ménage à la maison? Des fois c'est ma mère, des fois c'est moi. Moi j'aime pas nettoyer, j'aime pas astiquer, j'aime pas cuisiner, j'aime pas laver, rien. Qu'est-ce que tu aimes faire alors? Sortir dans la rue? Te promener? Oui, juste ça. Je me sens bien avec lui. Je me sens ailleurs. J'aimerais bien me marier, si c'est possible. Je sais pas. Je la connais depuis qu'elle est petite. Je m'intéresse à cette jolie fille depuis l'âge de 14 ans. En flirtant, je la regardais en lui disant de belles choses. Tu es belle, belle dans ton âme et belle dans ton cœur. Belle dans ton cœur. Moi, je suis d'accord s'il y a de l'amour, pour qu'elle reste avec la personne de son choix, mais je ne veux pas qu'elle fasse comme moi.
Moi, ce qui a motivé mon premier mariage, c'était des choses matérielles. Je lui répète sans cesse qu'il ne faut pas qu'elle aille avec quelqu'un par intérêt. Parce qu'à moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça me terroriserait qu'elle fasse ce que j'ai fait, qu'elle se laisse entraîner comme moi. Tu peux rester avec quelqu'un par nécessité pendant un temps, mais toute une vie, c'est trop dur. Je suis devenue malade de cette situation. Touriste. Oui, c'était un touriste, mais je suis quand même ta mère. Je me suis tournée vers Dieu et j'ai pu retrouver une tranquillité spirituelle, alors qu'auparavant, j'étais désespérée. Maintenant, je comprends mieux les gens et je me comprends mieux moi-même. Il faut que j'arrête de pêcher comme ça. J'ai 28 ans, ça fait 13 ans que je pêche sur une bouée. J'en ai assez parce que travailler dans ces conditions, c'est comme être un esclave. Hé, tu pourrais me laisser manger, j'ai faim moi aussi. Je me lève plus, pas même pour le représentant de Rome ou pour le pape, d'accord? C'est toujours toi qui sers ton frère? Oui, mais quand il me saoule trop, je lui dis non. Ça va 5 minutes, mais après, qu'il se serve tout seul. Tout le monde mange aussi bien que vous à Cuba? On ne mange quand même pas comme les riches. Il y aurait une plus grande table avec beaucoup de luxe et des chandeliers. Et comme tu vois, ça, il n'y a pas. Mais bon, on mange correctement, tous les jours. Et il y a tout le temps de la viande et du poulet pour l'enfant. Sa mère se bat pour ça. Moi et sa grand-mère un peu aussi. Moi, je mets un peu d'argent, surtout dans la maison et la nourriture. Enfin, ce que je peux, car c'est ma sœur qui supporte le plus la charge de la maison. Il y a combien de temps que tu n'as pas pris de poisson? Plusieurs jours. Depuis mon retour de Pina del Rio. Ça ne pose pas de problème si tu ne prends pas de poisson tous les jours? Non. Et pour l'argent? C'est pas un problème. Que vas-tu faire ce soir, Angelito? Je vais faire un petit tour en discothèque. Je sors presque tous les soirs. Je m'amuse la nuit, je vais danser. Je me divertis, je bois un peu. Et il y a les filles. Combien te coûte l'entrée en discothèque? Ça me coûte... l'entrée, ça coûte 25 ou 30 francs. Disons 25 francs par personne. Mais bon, moi, tout seul, j'ai pas trop les moyens. Alaina, tu donnes beaucoup d'argent à ton frère? Tout. Réellement, mon frère a un travail occasionnel et son activité est liée à la chance. Il essaye de m'aider un peu, mais bon. Le porte-monnaie à la maison, c'est moi. J'ai perdu les plus belles années de ma vie. Je les ai perdues. J'ai perdu l'amour pour la musique, pour les beaux endroits. Les endroits nocturnes, par exemple. Je les connais, je les déteste. Je les hais. Sincèrement, j'ai commencé sans m'en rendre compte. Je ne l'avais pas planifié. Je l'ai fait parce qu'il le fallait. À l'époque, j'étais seule avec ma petite fille.
Son père ne s'occupait pas d'elle et je n'avais pas de travail. Je me reproche sans cesse ce que je fais. Ce n'est pas dans ma nature d'être ainsi. Je ne voulais pas devenir comme ça. Mais je me dis, tout de même, que le bon côté de la chose, c'est que ça aide ma famille, ça aide mon frère. Hier soir, je suis sorti en boîte avec une fille, une petite copine. C'était sympa, mais je suis un peu fatigué. Sans plus. Tu as attrapé un poisson aujourd'hui? Non, j'ai rien attrapé. Ça ne te pose pas de problème? Non. J'aimerais bien en avoir, mais c'est pas trop grave si je ne pêche rien. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, tant pis. De toute façon, je vais acheter un bateau parce que, comment dire, c'est le progrès. Il faut que j'arrête ça. La pêche en bouée, c'est trop inconfortable. J'en ai assez d'avoir les pieds dans l'eau. D'être tout le temps assis comme ça. C'est trop difficile. Mon bateau fait 17 pieds et le moteur fait 8 chevaux. Il n'a aucun problème. Le moteur est neuf, il manque juste une petite couche de peinture. C'est le seul problème. Allons le voir, allons le voir. Le bateau est ici. S'il me plaît, il n'y a pas de problème. Je veux 2000 francs pour ce bateau. Si ça te convient, on fait affaire. Et tout ce qu'il y a dessus et dans ce garage est à toi. Bon, on fait comme ça. Je te donne la moitié maintenant. Voilà une plaque. 1000 francs. Tu auras l'autre moitié plus tard. Pas de problème. Affaire conclue. Tu peux venir ici quand tu veux. Il est pas mal ce petit bateau. Il est bien. Il te plaît alors? Oui, il a l'air bon. Et en plus, il fait 17 pieds. Fini la pêche en bouée. Que vas-tu faire de ta bouée? Je vais l'acheter. Je me prostitue pour que ma fille puisse avoir un avenir. Pour lui donner des petites possibilités que la plupart des enfants n'ont pas aujourd'hui, à cause de la situation du pays. Je fais le nécessaire pour qu'elle reste une enfant, pour qu'elle continue à être une enfant innocente. Elle sait ce que tu fais? Oui, un petit peu. Pas ouvertement parce que je pense que ce n'est pas bien pour une enfant de connaître les détails. C'est déjà difficile à comprendre pour un adulte. D'un autre côté, je ne peux pas la tromper non plus. Je suis sa mère et elle doit m'accepter telle que je suis. Tu ne penses pas que beaucoup d'étrangers ne viennent à Cuba que pour chercher du sexe? Malheureusement, je pense que oui. Malheureusement, oui. Il y a deux choses, le sexe et la plage. Je ne sais pas si c'est de notre faute, parce qu'on est tellement bonnes, ou si c'est à cause des étrangères, qui sont trop mauvaises. Mais bon, je ne sais pas. Malheureusement, comme je te l'ai dit, ils viennent. J'aurais préféré qu'ils viennent ici pour d'autres raisons, pour autre chose. Mais la plupart viennent ici pour ça. Depuis 2 ans, Cuba est en passe de devenir le pôle touristique le plus important des Caraïbes. Les autorités cubaines attendent près de 900 000 touristes cette année. Il est clair qu'au niveau du secteur touristique, Cuba doit se plier aux conditions du marché, qui impliquent qu'avec de l'argent, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez.
Je ne pense pas encore qu'aujourd'hui les touristes ne viennent à Cuba que pour chercher du plaisir et du sexe. Mais quand même, il est clair que c'est une des choses principales qu'ils recherchent ici. Ça se passe comme le dit la célèbre formule anglaise des 4 S. Sable, soleil, mer et sexe. Je suis venue ici à Varadero pour trouver un touriste, pour pouvoir gagner un peu d'argent. J'en ai besoin pour mon fils. Mais je crois que je vais rentrer à La Havane. Ça me plaît pas ici. Mon fils me manque. Ma maison me manque aussi. J'en ai assez de toujours devoir faire ça. J'en ai marre. Comment je vais m'en sortir? Je sais pas. J'essaie d'oublier tout ça, de penser à autre chose. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait pas très longtemps. Je le fais de temps en temps parce que j'ai mon petit garçon. Je le fais pour qu'il puisse bien vivre, pour pouvoir l'aider. Je considère être très différent d'une prostituée normale. Elle couche tous les soirs avec 2 ou 3 étrangers. Elles ne font que ça, elles ne s'intéressent qu'à ça. Certaines veulent se marier avec un étranger pour partir d'ici. Elles font ça matin, après-midi et soir. Moi, je ne sors que de temps en temps. Je le fais quand il faut aider mon bébé, pas parce que j'aime ça. Si une nuit je me fais 200 ou 250 francs, j'arrête de sortir pour plusieurs jours. J'ai dû coucher avec à peu près 14 ou 15 étrangers déjà. Et tant qu'ils me payent, je me fous bien du pays d'où ils viennent. Ils sont bourrés, ils délirent, ils sont nuls. Je n'aime pas la façon dont les touristes se comportent ici. Ils sont trop fous. Hein. Ça ne me plaît pas. À La Havane, c'est quand même mieux. Ici, les prostituées, elles sont vraiment trop folles. Je n'aime pas leur façon. Mais c'est surtout pour mon fils que je rentre. Je me sens mieux à La Havane. Mon fils s'appelle Jonathan. Il a 1 mois et 3 semaines. J'aimerais bien que mon fils fasse des études plus tard, pour qu'il ait un futur. Ça me plairait bien qu'il devienne ingénieur, ou qu'il fasse quelque chose de bien pour la Révolution. Qu'il ne fasse pas comme moi, qu'il ne suis rien parce que j'ai dû arrêter mes études. Quand as-tu dit pour la première fois à ton père ce que tu faisais? Je suis sortie toute seule, comme ça, et je suis revenue avec de l'argent, et là, je lui ai dit ce que j'avais fait. Si elle me l'avait dit avant, je n'aurais pas été d'accord. Mais elle est rentrée avec de l'argent, et on en avait besoin. Je lui ai dit, bon, tu penses que demain, tu pourras encore? C'est comme ça. Tu veux savoir ce que j'ai sur le cœur? Je souffre tous les jours de cette situation. Il n'y a aucun père ni aucune mère qui puisse aimer que leur fille fasse ce que fait la mienne. Mais quand il n'y en a pas, imagine-toi, faut aller le chercher. De n'importe quelle manière.
J'ai attenté plusieurs fois à ma vie. Je me suis déjà plusieurs fois coupé les veines. Regarde, je me suis aussi brûlé les bras avec des cigarettes. Je suis devenu à moitié fou. J'aurais tellement voulu mieux m'occuper d'elle. En plus, j'adore m'occuper des enfants. Je savais plus, je ne pourrais revenir en arrière. Lui donner une bonne éducation qu'on doit donner à tous les enfants. Il y a des jours où il n'y a pas du tout de courant. Et ce n'est pas bon. Les poissons ne mordent pas. Mais les jours où il y a trop de courant, c'est aussi mauvais. Et quand la tempête se lève, je dois quand même aller pêcher, même si notre radeau n'a aucune sécurité. Au large de Baracoa, la zone de pêche de Papito et de beaucoup d'autres balseros, a lieu chaque année un grand concours international de pêche à l'espadon. Concours réservé uniquement aux étrangers. Le bruit occasionné par une flottille de près de 50 yachts n'est pas pour aider les pêcheurs cubains, déjà pénalisés par leur manque de moyens. Qu'est-ce qu'elle a été mauvaise, la pêche? Beaucoup de poissons, mais j'en ai pas eu un seul. Il y avait plein de dorades, mais je n'avais pas assez d'appât. Tant que la lune ne changera pas, je peux rien faire. C'est pas facile la pêche en ce moment, tu sais. Comment on va faire alors? Je sais pas combien de temps ça va encore durer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous célébrons la clôture du 46e tournoi international Ernest Hemingway, qui a lieu chaque année ici, à Cuba, du 20 au 25 mai. Et le bateau gagnant s'appelle El Gallo. Il est italien et remporte le trophée avec 290 points. Moi, les plus gros espadons que j'ai pêchés, c'était avec Hemingway. Et les poissons qu'on attrapait, on les partageait avec toute la population. Je n'ai jamais connu une personne avec de si grande qualité que ce monsieur-là, même si c'était un Américain. Il me disait toujours, toi c'est moi, et moi c'est toi. La preuve, il m'a laissé son bateau au moment de mourir. À Cuba, Gregorio, c'est un peu une légende. Hemingway s'est largement inspiré de lui pour écrire son roman Le vieil homme et la mer. Mais les Cubains aujourd'hui, on peut oublier, il est plutôt très connu pour les touristes qui
qui viennent le voir, qui connaissent l'œuvre d'Hemingway. Filmez pas, filmez pas. Vous devez payer pour pouvoir le filmer. Le coût minimum avec Gregorio pour 15 minutes, c'est 250 francs. Oui, mais si je veux l'emmener jusqu'au port en 15 minutes, je ne peux pas faire grand-chose. Si tu veux l'emmener ailleurs dans un autre endroit, à ce moment-là, le tarif double. Et il va falloir que tu me payes 500 francs. Pour ce prix-là, tu pourras avoir le temps qu'il te faut avec lui. Et l'argent, vous lui en donnez un peu quand même? Oui, oui, bien sûr. Une bonne partie de cet argent est pour lui. Et de toute façon, il faut quand même bien que je le soigne et que je l'habille. Gregorio, vous n'êtes pas un peu fatigué d'être une légende vivante? C'est un peu dur. Tous ces gens qui viennent me voir pour savoir comment se sont passées les choses. Et comme je suis un mythe, ça ne me dérange pas trop. Sachez que l'unique personne au monde qui peut raconter tout ce qui concerne M. Hemingway, c'est moi. Et la preuve, la voici. Ce livre est là pour en témoigner. Tous les gens qui viennent ici me font la faveur de le signer. Et vous savez, quand ce livre sera plein, je l'enverrai directement chez Fidel. Et comme ça, grâce à ce livre, Fidel pourra savoir qui vient à Cuba. Il pourra vérifier le nom de chaque touriste qui vient à Cuba. Gregorio, vous aimez toujours autant la mer? Je l'ai toujours aimé. Mais maintenant, avec l'âge que j'ai, je n'y vais plus. Et si vous me proposez d'aller en mer, et si vous payez le prix qu'il faut, alors j'y vais. Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Il tousse? Oui, il tousse. Il est enrhumé. Il a de la fièvre? Non. Bon, il n'a pas de fièvre, pour lui tout va bien. Maintenant, Katia, on va un peu parler de toi. Je vais prendre ta tension, mais tu sais, tu devrais venir me voir plus souvent pour que je puisse te faire un test sanguin. Normalement, je dois le faire à toutes les femmes qui viennent accoucher. Comment te protèges-tu, Katia, pour ne pas retomber enceinte une nouvelle fois? De toute façon, j'ai un diaphragme. Le diaphragme, c'est un bon moyen de contraception. Mais en plus de ça, je te conseillerais, pour la forme de vie que tu mènes, d'utiliser des préservatifs. C'est fondamental. Oui, oui, je sais. Ça aussi, j'en utilise. Je sais que c'est important. Vous ne pensez pas que pour beaucoup de jeunes filles comme Katia, la seule façon de survivre, c'est de se prostituer? C'est sûr. Pour qu'une jeune fille puisse obtenir le minimum vital, c'est la seule solution. En plus, il ne faut pas oublier l'influence importante des facteurs culturels et scolaires. Les professeurs et les surveillants de chaque école ont un rôle préventif à jouer très important. Dans certaines écoles, comme les écoles des chants, les jeunes filles sont habituées à vivre dans une grande promiscuité. En sortant de l'école, et au vu des difficultés du pays, elles peuvent facilement considérer qu'étant habituées à cette promiscuité, il serait facile et peut-être avantageux d'en tirer profit et de gagner de l'argent. Normalement, il y a des profs qui tournent dans l'école pour nous surveiller. Il y en a qui sont un peu lourds, mais il y en a aussi des sympas. Ceux-là, ils ferment les yeux. Sinon, il faut un peu se cacher pour se faire des bisous. À l'âge de 15 ans, tous les élèves cubains passent plusieurs mois par an dans les écoles des chants. Le matin, ils suivent des cours théoriques en classe. L'après-midi, ils vont travailler dans les champs. Toute la semaine, ils restent à l'école en pension et ne retournent chez eux que le week-end.
Les élèves sont libres et indépendants parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire au moment où ils doivent le faire. Ils peuvent avoir des relations entre les deux sexes, entre garçons et filles. Nous n'imposons pas de limites, mais les filles doivent rester dans leurs dortoirs respectifs quand c'est l'heure de dormir. 37 ans de socialisme à Cuba ont en partie gommé les interdits imposés par la religion chrétienne, autorisant ainsi une certaine liberté de mœurs. Liberté impensable dans les autres pays d'Amérique latine où le catholicisme n'a jamais été réprimé par un système politique. Je connais plusieurs filles qui l'ont fait à 14 ans. À Cuba, c'est normal. Il y a même beaucoup de filles qui le font avant 14 ans. Il n'y a plus beaucoup de filles vierges à cet âge-là. Plus beaucoup. Tout le monde le fait. Moi, l'école, ça m'a surtout appris à être indépendante. On va te montrer le chemin que tu dois suivre. Le chemin mondain est sale et mauvais. Dis-moi ce qu'il faut faire pour obtenir le bonheur parfait. Il faut étudier la connaissance. La connaissance de quoi? De Dieu. Et comment peut-on être sûr que Dieu peut nous donner ce bonheur? Parce que Dieu sait même combien de cheveux on a sur la tête. Dieu sait tout. Celita, pourquoi as-tu décidé d'entrer chez les témoins de Jéhovah? Simplement parce que ça m'a aidé à me débarrasser des choses très négatives qui étaient en moi. Ça m'a appris à gérer ma vie. Maintenant, je me dis, si Dieu dit non, c'est non. Ça m'a aidé beaucoup parce que j'étais devenue une personne qui n'avait plus aucune valeur. Tu aimerais bien que ta fille partage ta religion avec toi? J'adorerais. Ça me semble difficile, mais elle serait beaucoup mieux. Elle aurait une ligne à suivre qui la rendrait heureuse. Je suis certaine que ça la rendrait heureuse. J'aime pas ça. Ils déblatèrent n'importe quoi. Ça me plaît pas. Je ne crois pas en cette religion. Maman croit que le monde va changer. Elle croit aussi à la fin du monde, je sais pas. Je pense que c'est ça qui doit lui plaire. C'est difficile pour moi de la critiquer. Je suis sa fille et je dois dire du bien de ma mère. Pour moi, c'est une mère magnifique. Tout ce que j'aime, elle me le donne. Je me sens bien avec ce que j'aime, mais bon, j'aimerais bien avoir certaines choses en plus. Un ventilateur, par exemple. Une armoire pour mes vêtements. Une petite télé pour ma chambre. Un autre radiocassette. Voilà. Je sais pas comment dire. Je trouve pas la manière d'être heureuse. Je me sentirais mieux quand j'aurais trouvé les solutions à mes problèmes. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu penses quand même pas que je vais monter là-dedans? Tu es sûr de ne pas vouloir? Chez moi, je m'ennuie. Et dans la rue, je fais pas grand-chose. Toujours les mêmes choses, ça me fatigue. Toujours les mêmes gens, ça finit par être pénible. En plus, avec mon fiancé, on est un peu fâchés en ce moment. On se comprend mal. Lui, il cherche une chose, et moi, j'en veux une autre. Je l'aime bien, mais bon, je sais pas trop. Tu es amoureuse de lui? Non, je ne suis pas amoureuse. Je suis tombée une seule fois amoureuse seulement. Tu veux te marier avec un garçon cubain plus tard? Non, comme petit copain, c'est tout. Avec qui alors?
Une autre personne, je sais pas, un étranger. Pourquoi avec un étranger? Je sais pas, pour avoir une vie meilleure, pour mon avenir. Qu'est-ce qui te déplaît avec les Cubains? Beaucoup de choses. En plus, ils sont trop grossiers, presque tous. Qu'est-ce que vous aimez bien acheter ici? Des jeans, des vêtements en toile, des vestes, des mini-jupes, des shorts. Vous venez avec des touristes dans ce genre de magasin? Oui. Ouais, ils nous laissent acheter tout ce qu'on veut. Ils nous laissent acheter tout ce qu'on veut. Ils nous payent aussi à manger. Quand ils nous payent pas en liquide, ils nous paient en vêtements ou en chaussures. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il me regarde comme ça? Regarde celui-là, il est pas mal. S'il y a un étranger qui vient vous draguer, qui vous invite à boire une bière, vous réagissez comment? Ça dépend. De quoi? S'il est sympa, comment il m'aborde, s'il me plaît, s'il m'invite, tout ça. Et s'il te propose de l'argent? Je sais pas. Ça dépend. Et toi, Dorita, tu accepterais ça? Moi, même pas le début. Même pas l'invitation pour une bière. Bon, pour la bière, peut-être. Sortir, oui, mais s'il veut faire autre chose, non. Juste comme copain. J'aime bien que les gens parlent de moi et qu'ils me disent que je suis bien habillée. Ça me plaît d'être bien coiffée pour sortir. J'aime bien être jolie, sinon les gens ne me regardent pas. Que c'est moche. J'ai l'air d'une sorcière comme ça. Je suis en train de devenir folle. Je sens que je cours devant des problèmes. Il faut que ça change. Ça ne peut pas être éternel. Je ne peux pas admettre que ma fille doive passer toute sa jeunesse à faire ça. Elle n'a même pas 20 ans. S'il y a encore une possibilité de fuir le pays comme celle qu'il y a eu en 94, même sur une planche de bois, je prends la mer. Dans cette galère, tu n'es qu'un matelot, tu n'es pas le capitaine. Là où Fidel mène la barque, tu dois le suivre. La seule chose à faire, c'est un plébiscite pour changer de gouvernement. Fidel, on n'en veut plus. Il a déjà assez duré. Tu n'as pas peur de dire ça dans la rue? Moi? De quoi je devrais avoir peur? D'aller en prison? Je suis déjà en prison. J'essaie d'oublier tout ça en me saoulant.
je prends de l'alcool ou des cachets, des amphétamines, et que le monde aille se faire foutre. C'est la première fois de ma vie que je sors avec un étranger. Qu'est-ce que tu espères faire avec lui? Je sais pas. Je me marierai sûrement pas avec lui et je crois pas qu'il m'emmènera. Je resterai à Cuba, comme d'habitude. Pourquoi tu te mets à sortir avec des étrangers? Tu m'avais dit que tu n'aimais pas les filles qui faisaient ça. Je ne sors pas avec des étrangers, mais avec ce garçon-là. Tu ne crois pas que l'histoire de ta mère est en train de se répéter, Dorita? Je sais pas. Tu as envie que ça arrive? Oui, j'en ai envie, mais je sais pas si ça se fera. J'ai envie que ça arrive, mais je sais pas si ça se passera. Alors l'histoire de ta mère se répète une nouvelle fois? Il semblerait.